Les orques sont renommés pour leurs spectacles dans les parcs aquatiques, démontrant leur incroyable agilité et leur intelligence. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ces spectacles se déroulent loin de leur habitat naturel, les vastes océans ouverts. Bien que les spectacles puissent être divertissants, il est important de reconnaître que les orques en captivité ne représentent qu'une petite fraction de la population plus large. Dans la nature, certaines orques présentent des caractéristiques uniques qui ne sont pas courantes chez la population générale, ce qui surprend les chercheurs et les biologistes. Rejoignez-nous alors que nous explorons les 15 orques, les plus étonnantes que vous ayez jamais vues. Numéro 15. Cork-fin. Les orques ont généralement des nageoires dorsales hautes, pouvant atteindre jusqu'à 6 pieds. Ces nageoires servent de gouvernail, aidant à l'équilibre et à la manœuvrabilité. Mais une orque particulière a attiré l'attention en raison de son apparence inhabituelle. Cette orque, affectueusement appelée cork-fin, a intrigué les chercheurs par son absence distincte de nageoire dorsale. Rencontrée par un groupe de scientifiques au large de la côte sud de l'Australie occidentale, alors qu'elle n'avait que 3 mois, cork-fin semblait s'épanouir, nageant confortablement aux côtés de son pod familial. L'absence de sa nageoire dorsale a choqué les experts, suscitant diverses théories. Une théorie suggère un défaut génétique congénital comme cause sous-jacente, une explication simple mais plausible. Alternativement, les orques peuvent subir des blessures à la nageoire dorsale lors de l'accouchement, lorsque les membres de la famille qui assistent à la naissance tirent parfois sur le veau qui émerge. Bien qu'il ait l'intention d'aider, des accidents peuvent survenir, entraînant la perte éventuelle de la nageoire dorsale. La condition de cork-fin dès son jeune âge lui offre une capacité d'adaptation et une trajectoire de vie relativement normale. Cette adaptation pourrait nécessiter des techniques de nage modifiées, mais elle garantit un avenir prometteur. Pour les orques adultes, cependant, perdre leur nageoire dorsale pose un défi plus considérable, mettant potentiellement leur vie en danger. Une orque adulte devrait réapprendre des techniques de nage, la rendant vulnérable et souvent affamée pendant cette phase d'ajustement. Numéro 14. Faux orques. Les orques typiques atteignent des longueurs allant jusqu'à 30 pieds et pèsent plus de 11 000 livres. Ces puissants mammifères marins présentent une taille et un poids significatifs, les mâles étant généralement plus grands que les femelles. Leur taille remarquable et leur force en font des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire océanique, mais les faux orques, souvent reconnaissables à leur tête émergeant de l'eau et à leur corps sans tache, diffèrent considérablement en taille de leurs cousins, plus célèbres, les orques classiques. Les mâles atteignent des longueurs d'environ 20 pieds, pesant environ 3 300 livres, tandis que les femelles atteignent jusqu'à 16 pieds et pèsent environ 2 200 livres, ce qui constitue une large marge par rapport aux autres orques. Les faux orques sont connus pour leur nature agréable et amicale. Cependant, leur comportement social peut parfois conduire à des situations inattendues, comme des échouages massifs, où des groupes entiers suivent un seul poisson vers des eaux peu profondes. Un comportement particulièrement intrigant a été observé dans un groupe d'orques lorsqu'une femelle adulte a joyeusement porté un saumon mort comme un chapeau sur son nez. Ce qui a commencé comme un événement inhabituel s'est rapidement transformé en une tendance étrange. Au cours des 5 à 6 semaines suivantes, ce comportement s'est répandu comme une traînée de poudre parmi les orques de son groupe, et même à travers 2 autres, plusieurs individus arborant le même couvre-chef poissonneux. Cependant, cette tendance curieuse a disparu aussi soudainement qu'elle avait commencé, sauf pour quelques cas isolés l'été suivant. Numéro 13. Ben. L'apparence unique de Ben raconte une histoire remarquable de survie. C'est une orque qui a défié la mort à 2 reprises, ses cicatrices témoignant de ses aventures audacieuses. Ben, bien que de manière non intentionnelle, est devenu une icône pour les aventuriers. Les scientifiques n'étudient pas spécifiquement ses cicatrices. Au lieu de cela, les fréquentes apparitions de Ben sur les photographies fournissent un identifiant clair. Cela s'est avéré inestimable pour les chercheurs qui suivent les baleines dans les eaux de Nouvelle-Zélande et mesurent leurs impressionnantes distances migratoires. La saga a commencé en 1997, comme le raconte le docteur Ingrid Visser, fondatrice de l'Orca Research Trust. À ce moment-là, Ben s'est retrouvé échoué sur une plage près de Monga, juste au nord d'Auckland. Un destin inquiétant l'attendait,
Mais l'intervention du docteur Visser a réussi à ramener Ben à la mer après 21 heures. Malheureusement, l'année suivante a apporté plus de malheur. Ben a été aperçu avec une grave blessure à sa nageoire dorsale, résultant d'une collision avec un bateau. Les experts étaient profondément préoccupés, car cette blessure, affectant une partie vitale du corps pour un chasseur marin comme Ben, aurait pu être fatale. Les chances étaient contre lui, et beaucoup doutèrent de sa survie. Néanmoins, Ben a fait preuve d'une résilience exceptionnelle. Depuis cette blessure fatidique, il a été observé plus de 140 fois dans diverses régions de Nouvelle-Zélande. Malgré son mal, il a parcouru une distance incroyable d'au moins 24 800 miles, l'équivalent de nager autour du monde. Numéro 12. Stumpy. Non seulement la nageoire dorsale peut affecter la navigation, l'équilibre et la manœuvrabilité de l'orque, mais le dos de ce mammifère peut également avoir un impact, comme en témoigne le cas de Stumpy, un résident des eaux norvégiennes. Stumpy possède une histoire unique et poignante. Son affliction touche principalement son dos, rendant la manœuvre de sa queue sous l'eau nettement plus éprouvante que pour d'autres membres de son espèce. Né vers 1995 ou 1996, les premières interactions de Stumpy avec les chercheurs ont révélé une situation peu conventionnelle. Lors de la première rencontre, Stumpy a été observé avec sa mère, nageant séparément d'un groupe d'autres orques, une situation loin de la norme. Cependant, la particularité de la situation de Stumpy s'est seulement approfondie à partir de ce moment-là. Le destin de Stumpy était incertain, et l'on présumait largement qu'il n'avait pas survécu au traumatisme. Cela ne reflétait pas un doute sur la résilience du jeune orque, mais plutôt une reconnaissance de la nature extrême de ses blessures, qui rendait la survie improbable. À la grande surprise des chercheurs, il a été confirmé plus tard que Stumpy avait survécu. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est les vastes déplacements de Stumpy malgré ses blessures débilitantes. Il suivait et s'associait systématiquement à différents groupes d'orques, son indépendance pour chasser étant gravement compromise. Pendant cette période, Stumpy comptait sur l'aide d'orques, auparavant inconnus, un acte d'altruisme rare au sein du règne animal. En 2014, les scientifiques ont fait une observation étonnante concernant les habitudes alimentaires de Stumpy. Il a été vu partageant un repas avec un groupe d'orques, deux de ses congénères lui apportant gracieusement du hareng. Stumpy gardait ses distances de la zone principale de nourrissage, où la nourriture lui était distribuée. De plus, certains des autres orques ont joué le rôle de ses protecteurs, agissant comme ses gardiens. Attacher Stumpy sur un bateau s'est révélé difficile, car ses compagnons orques le guidaient rapidement loin des menaces potentielles. Numéro 11. T-Pod. T-Pod, l'un des 3 groupes constituants de la communauté d'orques résidentes du Sud, est un groupe fascinant et très étudié de mammifères marins. Ces groupes résidents du Sud, comprenant les pods J et K, constituent une partie unique et précieuse de l'écosystème marin du Pacifique Nord-Ouest, connu pour leur structure sociale complexe, leurs liens familiaux et leurs préférences alimentaires. Comme ses homologues, le pod T est facilement identifiable grâce au système alphanumérique que les chercheurs utilisent pour suivre les membres individuels. Chaque orque de la communauté résidente du Sud se voit attribuer une désignation alphanumérique spécifique à des fins de recherche, permettant un suivi détaillé de leur vie et de leur comportement. Ces désignations sont utilisées avec des noms descriptifs pour créer un catalogue complet des caractéristiques, de la lignée et de l'âge de chaque orque. Ces orques se distinguent par leur spécialisation alimentaire, se concentrant principalement sur le saumon Chinook. Cette préférence alimentaire souligne leur rôle en tant que prédateurs apicaux au sein de l'écosystème et leur dépendance à des populations de saumons saines pour survivre. Les orques consomment des poissons et des mammifères marins, comme les phoques, les lions de mer et même d'autres cétacés. Leur remarquable adaptabilité et leur stratégie de chasse contribuent à leur statut de prédateurs apicaux dans divers écosystèmes marins. Numéro 10. Keiko. La domestication a des effets néfastes sur les orques, tant en captivité qu'à cause des interactions humaines. En captivité, les orques souffrent de stress psychologique, de problèmes de santé physique, de durée de vie plus courte et de perturbations sociales. Elles sont souvent utilisées pour le divertissement, exécutant des tours qui augmentent encore leur stress. Dans la nature, les activités humaines, telles que le trafic maritime et la pollution,
perturbent leurs habitats naturels et leur comportement de chasse. Historiquement, la capture d'orques sauvages pour l'industrie du divertissement a entraîné un déclin des populations. Reconnaître ces effets néfastes a conduit à des efforts de conservation et à des réglementations pour protéger les orques et leurs environnements naturels, soulignant l'importance d'un traitement éthique et de la préservation de ces magnifiques mammifères marins. Keiko, la célèbre orque, qui a joué le rôle de Willy dans le film Free Willy, a entrepris un incroyable parcours de libération et de réhabilitation. Capturé en Islande à l'âge de 2 ans, la vie de Keiko a pris un tournant dramatique lorsqu'il a été vendu à un parc à thème à Mexico. Dans cet environnement artificiel, il se produisait devant des spectateurs dans une piscine située à 2100 mètres d'altitude, subissant le poids d'un sous-poids et d'une maladie de la peau. La situation de Keiko n'est pas passée inaperçue grâce à la compassion de donateurs privés. Ils ont rendu possible le transfert de Keiko vers un aquarium spécial en Oregon, où il a été introduit à l'eau de mer naturelle. Là, il a appris à manger du poisson frais et n'a plus été contraint de se produire devant des spectateurs. Ce fut une phase cruciale de sa récupération. Une fois Keiko rétabli et prêt à retourner dans l'océan, un voyage extraordinaire a commencé. Il a été transporté par avion C-17 loué à l'US Air Force, considéré comme dans l'intérêt national. Son lieu de naissance en Islande l'attendait, offrant la promesse de nager dans l'océan ouvert et la possibilité de retrouver d'autres orques. À son arrivée en Islande, Keiko a été placé dans une enceinte dans une baie où il pouvait s'acclimater à son nouvel environnement. Lorsqu'il a été libéré de sa civière, il n'a pas perdu de temps et a plongé dans l'eau, tournoyant dans la piscine avec exaltation. Il a eu l'occasion d'explorer le fond marin, renouant ainsi avec un environnement naturel qu'il n'avait pas expérimenté depuis 2 décennies. Keiko a été soigneusement entraîné à sortir de la baie fermée et à suivre un bateau, lui permettant d'entreprendre des voyages en haute mer. L'espoir était qu'il reconnaisse sa famille ou leur dialecte, potentiellement en rejoignant d'autres baleines. Dans un tournant d'événements remarquables, Keiko s'est éloigné avec un groupe d'orques en été 2002, parcourant 800 miles vers la Norvège. Après 8 semaines, ses soignants ont confirmé qu'il avait prospéré dans l'environnement océanique, vivant plus de 5 ans avec l'opportunité d'être libre à nouveau. L'extraordinaire odyssée de Keiko, de la captivité à l'océan ouvert, est un témoignage de la puissance de la compassion humaine et de la résilience de la nature. Son histoire est un rappel poignant que, donnée la chance, les animaux peuvent nous retrouver leur chemin vers la nature et le goût de la liberté est un précieux cadeau. Numéro 9. Tilikum. Les orques, malgré leur nature sociale et apparemment amicale, sont sans équivoque des animaux sauvages. Leur instinct inhérent, leur intelligence et leur capacité physique demeurent intacts. Bien que les interactions avec les humains puissent donner l'impression d'obéissance, les orques sont des prédateurs puissants, capables d'agression. Leur taille, leur vitesse et leurs dents acérées soulignent leur potentiel danger. Bien que rares, les attaques sur les humains et même les incidents mortels rappellent de manière frappante leur nature sauvage. Un exemple typique est l'histoire de Tilikum. La vie tragique et controversée de cet orque mal notoire a captivé le monde. Connu pour son implication dans plusieurs attaques fatales sur des humains, il symbolisait les dilemmes éthiques entourant la captivité des animaux sauvages. Le parcours de Tilikum a commencé lorsqu'il n'avait que 2 ans, capturé au large de la côte de l'Islande avec 2 autres jeunes orques de son pod. Il a d'abord été détenu à Sealand of the Pacific, un aquarium public au Canada, où il se produisait dans des spectacles, sautant hors de l'eau pour divertir les foules. Pour les visiteurs naïfs, cela semblait être un spectacle joyeux, mais en coulisses, les entraîneurs remarquaient des signes d'agression parmi les orques captives et un habitat manquant de stimulation. La tragédie a frappé à Sealand lorsque Kelty Burns, âgé de 20 ans, a glissé et est tombé dans l'enclos de Tilikum. Lors d'un événement choquant et violent, Tilikum et 2 autres orques l'ont attaqué, entraînant son accident mortel. Cet incident a conduit à la fermeture de Sealand et Tilikum a ensuite été vendu à SeaWorld aux États-Unis. Tilikum est devenu une attraction vedette à SeaWorld, se produisant sous le nom de chameau. Certains entraîneurs n'étaient pas au courant de son histoire violente, mais des précautions supplémentaires étaient toujours prises. Malgré l'incident tragique à Sealand, le parc a continué à l'utiliser dans ses spectacles.
Le chapitre le plus sombre de l'histoire de Tilikum s'est déroulé le 24 février 2010 lors d'un spectacle Dine with Shamu. L'entraîneuse senior Dawn Brancho a été tirée dans l'eau lorsque sa queue de cheval a touché la surface de la piscine et Tilikum a lancé une attaque mortelle. Brancho a lutté pour sa vie devant un public horrifié, mais l'assaut implacable de l'orque a conduit à sa mort tragique. Cette tragédie très médiatisée a entraîné d'importants changements à SeaWorld, y compris des amendes et des mesures de sécurité. Le documentaire de 2013 Blackfish a encore intensifié l'examen des orques captives et de leurs conditions de vie. Le film a allégué que le comportement violent de Tilikum résultait du stress lié à la captivité et d'un manque de stimulation. L'indignation publique qui a suivi a conduit à des changements dans la loi et finalement à une modification des pratiques de SeaWorld, mettant fin à la reproduction des orques en captivité et à l'arrêt des spectacles théâtraux. Numéro 8. Granny. Les orques sont connus pour leur durée de vie relativement longue, en particulier dans la nature. La durée de vie typique d'une orque sauvage peut varier de 50 à 80 ans, voire plus selon leur écotype spécifique, les sources de nourriture disponibles et les conditions environnementales. En revanche, les orques en captivité ont tendance à avoir des durées de vie plus courtes. Le stress, l'espace limité et l'absence de comportement naturel en captivité peuvent entraîner divers problèmes de santé, réduisant ainsi leur durée de vie. En captivité, la durée de vie moyenne d'une orque est significativement plus courte, oscillant souvent entre 20 et 30 ans. Au cœur de la mer de Salish, un endroit connu pour sa beauté sereine et sa vie marine enchanteresse, se trouve l'histoire remarquable de Granny, une orque centenaire qui a transcendé le temps, captivant scientifiques et publics. Comme le montre le documentaire sur la sensibilisation environnementale, La baleine centenaire, le parcours de Granny symbolise l'interconnexion des actions humaines et le destin des créatures les plus majestueuses de la planète. Granny, une matriarche iconique, dirige son pod d'orque résidente du Sud, et sa longévité témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de ces créatures. Née en 1911, la vie de Granny s'étend sur plusieurs générations, témoignant de changements sismiques dans le monde et dans son habitat naturel. Elle représente non seulement la sagesse de son espèce, mais aussi l'histoire tragique des orques dans le monde entier. Elle a été un jour capturée par des chasseurs, motivés par le profit, qui ont capturé ces êtres majestueux de manière violente, mais ceux qui l'ont capturée pensaient qu'elle avait de la chance, car elle était considérée comme trop vieille pour une vie en captivité. En revanche, les membres de son pod ont été emmenés, ouvrant la voie à l'essor de l'industrie des parcs marins. Elle est portée, disparue et présumée morte, car les chercheurs n'ont pas aperçu sa nageoire dorsale. Numéro 7. Oreo. Oreo est un membre distinctif et unique de la communauté des orques résidentes du Sud, qui réside le long des côtes de l'État de Washington et de la Colombie-Britannique. Ce qui distingue Oreo des autres membres de cette population en danger critique d'extinction, c'est sa pigmentation remarquable. Nommé d'après le célèbre biscuit en raison de son apparence frappante, Oreo présente une coloration noir et blanc saisissante qui ressemble à la friandise bien connue. Sa nageoire dorsale et sa tache oculaire sont particulièrement proéminentes et exhibent un contraste saisissant avec son corps majoritairement blanc. Cette pigmentation unique le rend instantanément reconnaissable parmi les résidents du Sud. En tant que jeune membre de la communauté résidente du Sud, Oreo est étroitement surveillé par les chercheurs et les conservationnistes. Son apparence distinctive et ses caractéristiques individuelles contribuent à des données précieuses pour les efforts continus visant à étudier et à protéger cette population en danger. Numéro 6. Type B1. Les orques de type B1, également connus sous le nom d'orques du détroit de Gerlache, sont un écotype distinct d'orques que l'on trouve dans les eaux froides et pures de l'Antarctique. Ces orques se caractérisent par leur apparence saisissante, notamment la grande tache oculaire frappante qui les distingue des autres écotypes d'orques. La caractéristique la plus marquante de l'orque de type B1 est la tache oculaire blanche distinctive qui se détache sur leur coloration sombre, gris-noir. Cette tache oculaire, située juste derrière l'œil, leur, confère une apparence unique et facilement reconnaissable. On pense que cette tache oculaire peut jouer un rôle dans la communication
et l'identification au sein de leurs groupes sociaux. Les orques du détroit de Gerlache habitent dans un environnement difficile et glacial de l'Antarctique, où elles se sont adaptées aux conditions extrêmes des eaux glacées. Elles sont connues pour leur force et leur agilité, capables de naviguer à travers les glaces maritimes et de chasser leur proie principale, qui comprend les phoques et les pingouins. Ces prédateurs intelligents travaillent souvent ensemble dans des efforts coordonnés pour capturer leur proie, mettant en évidence la structure sociale hautement développée au sein de leur pod. Contrairement aux autres écotypes d'orques, les orques de type B1 ne se nourrissent généralement pas de mammifères marins, comme d'autres phoques ou baleines. Au lieu de cela, elles ont développé des techniques de spécialisées pour chasser les phoques sur les flots de glace et s'attaquer aux pingouins dans l'eau. Les orques du détroit de Gerlache sont connus pour leurs forts liens familiaux et leur comportement coopératif, ce qui en fait un sujet d'étude fascinant pour les biologistes marins et les chercheurs. Avant de continuer la vidéo, permettez-nous de demander à nos abonnés de choisir pour aujourd'hui. Sur l'image qui s'affiche à l'écran, on peut voir une orque capturée. Les orques ont une longue histoire de captivité qui remonte à de nombreuses décennies. La pratique de capturer ces mammifères marins à des fins de divertissement a suscité des controverses et des inquiétudes. Un exemple notable d'orque qui a enduré la capture et une vie en captivité est Granny. Cette orque, dont on pense qu'elle est née au début des années 1910, était membre de la population d'orques résidentes du sud dans les eaux de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington. Au milieu du XXe siècle, elle ressemblait à une orque normale, jusqu'à ce que quelqu'un la capture pour l'exposition dans des parcs marins, vivant ainsi une vie de captivité. Dans les années 1960, elle fut retirée de son habitat naturel et vendue à un aquarium, où elle se produisait lors de spectacles et faisait face aux défis de la confinement. Les années 1970 marquèrent un tournant lorsque les préoccupations éthiques croissantes ont conduit à un activisme accru et à des réglementations plaidant pour un meilleur traitement des orques captives. Granny a été témoin de ce changement d'attitude envers la captivité et a survécu à l'ère des captures d'orques courantes. Malgré son passé de captivité, elle a défié les probabilités et a vécu bien au-delà de l'espérance de vie moyenne de son espèce, estimée à plus d'un siècle. En tant que conservationniste marin, comment rechapperiez-vous l'avenir des orques captives en tenant compte des leçons de leur passé difficile? Partagez vos opinions avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. Corkscrew. Cet orque mâle adulte a été aperçu dans les eaux de la Nouvelle-Zélande. Sa nageoire dorsale a une forme en zigzag, ce qui lui a valu le surnom de corkscrew. Les orques à nageoire en zigzag, souvent appelées nageoires tordues ou courbées, présentent une nageoire dorsale qui s'écarte de la norme, prenant une forme en zigzag distinctive. Alors que la plupart des nageoires dorsales des orques sont droites et dressées, les nageoires de ces individus uniques affichent divers angles, courbes et plis qui créent un motif en zigzag. Cette caractéristique inhabituelle les rend facilement identifiables parmi les membres de leur pod et a suscité l'intérêt des chercheurs. Certains experts pensent que la nageoire en zigzag pourrait être attribuée à des facteurs génétiques, tandis que d'autres émettent l'hypothèse qu'elle pourrait résulter de facteurs environnementaux tels que l'alimentation, les polluants ou des blessures durant le développement précoce. Une possibilité est qu'une mutation génétique soit responsable de la forme distinctive de la nageoire dorsale. Ces gènes mutés peuvent être transmis de génération en génération, créant une lignée d'orques à nageoire en zigzag au sein d'un pod spécifique. Bien que cette théorie ait du mérite, elle ne rend pas compte du fait que seuls certains individus au sein d'un pod présentent des nageoires en zigzag. Une autre théorie suggère que des blessures subies dans la petite enfance peuvent conduire au développement d'une nageoire en zigzag. Les orques sont connues pour être très actives et s'engagent parfois dans des comportements agressifs, même au sein de leur pod. Une blessure à la nageoire dorsale lors de telles interactions pourrait potentiellement entraîner la forme inhabituelle de la nageoire. Cependant, cette théorie laisse également de nombreuses questions sans réponse, car tous les orques blessés ne développent pas des nageoires en zigzag. Alors que la recherche se poursuit, les scientifiques essaient de déterminer le rôle que jouent les facteurs environnementaux dans le développement des nageoires en zigzag. Numéro 4. Orca de Port Jackson. Les orques possèdent des mâchoires puissantes et polyvalentes avec de grandes dents coniques
et imbriqués conçus pour chasser et attraper leur proie. Avec 40 à 56 dents, les orques montrent une grande adaptabilité dans leur régime alimentaire, se nourrissant de poissons, de phoques, de lions de mer et d'autres espèces marines. Leur stratégie de chasse coopérative, impliquant souvent la collaboration du pod, démontre l'efficacité de leur mâchoire pour capturer différents types de proies. Au-delà de la chasse, les mâchoires des orques sont essentielles pour la communication, car elles produisent des clics, des sifflements et des appels, facilitant les interactions sociales au sein des pods. Comprendre la mécanique des mâchoires d'orques éclaire l'équilibre complexe de la vie marine et souligne l'importance de préserver ses prédateurs au sommet et leurs écosystèmes. L'orque de Port Jackson est un individu unique et distinctif parmi la population d'orques. Ce qui distingue cet orque est la déformation sévère et incontestablement reconnaissable de sa mâchoire, en faisant un membre extraordinaire et immédiatement identifiable de son espèce. La caractéristique la plus frappante de l'orque de Port Jackson est sa mâchoire, qui s'écarte de manière significative du profil d'orque habituellement hydrodynamique. Au lieu de la ligne de mâchoire élégante et puissante qui caractérise ses prédateurs au sommet, la mâchoire de cet orque est visiblement et profondément déformée. La déformation est si prononcée qu'elle lui a valu le surnom d'orque de Port Jackson, faisant référence à l'endroit où elle a été initialement aperçue. Cette déformation pose de nombreux défis à cet orque remarquable. Alors que les orques comptent sur leur puissante mâchoire pour saisir et consommer leur proie, cet individu doit s'adapter à sa condition unique. La cause précise de cette déformation reste spéculative, avec des théories allant des mutations génétiques aux blessures traumatiques subies au cours de sa vie. Malgré la déformation évidente de ses mâchoires, l'orque de Port Jackson démontre une résilience remarquable. Elle navigue à travers les défis posés par sa condition avec une adaptabilité impressionnante. Au lieu de chasser de la manière traditionnelle des orques, qui implique souvent un travail d'équipe coopérative pour capturer les proies, cet orque a développé des stratégies de chasse non conventionnelles pour compenser son handicap. Numéro 3. Orcas de l'Antarctique. Les orques de type 90, également connus sous le nom d'orques antarctiques, constituent une écotype remarquable et unique d'Orcinus orca qui habite dans les eaux froides et immaculées des océans du Sud entourant l'Antarctique. Ces orques possèdent des caractéristiques et des comportements distincts qui les distinguent des autres écotypes d'orques, en faisant un sujet de fascination et de recherche. L'une des caractéristiques définissant les orques de type 90 est leur apparence frappante. Elles ont typiquement une teinte bleu-gris avec une tache blanche légèrement plus grande bien définie derrière leurs yeux. Cette tache oculaire n'est pas aussi proéminente que celles observées chez d'autres écotypes d'orques, mais elle contribue tout de même à leur apparence distinctive. Leur coloration est considérée comme une adaptation à leur environnement glacé, leur fournissant un camouflage lors de la chasse et leur permettant de se fondre dans les glaces environnantes. Les orques de type 90 ont développé des stratégies de chasse uniques et des préférences alimentaires spécialisées, reflétant leur adaptation à l'écosystème difficile de l'Antarctique. Elles se nourrissent principalement d'espèces marines des eaux froides, telles que le poisson de roche antarctique et le poisson des glaces. Elles emploient des techniques de chasse coopérative pour capturer ces proies insaisissables, utilisant leur intelligence et leurs compétences en communication pour travailler ensemble efficacement. La structure sociale des orques de type 90 est complexe, reflétant celle des autres écotypes d'orques. Elles vivent en groupes familiaux matrilinéaires, les femelles formant des liens solides, tandis que les mâles restent étroitement associés à leur mère tout au long de leur vie. Ces unités familiales travaillent souvent ensemble pour chasser et s'occuper de leurs jeunes, exhibant le comportement social hautement évolué pour lequel les orques sont connus. Numéro 2. Iceberg. L'orque blanche russe, également connue sous le nom d'iceberg, est un membre énigmatique et captivant de l'espèce Orcinus orca. Ce qui distingue Iceberg de ses congénères est sa coloration unique et extraordinaire qui lui a valu le surnom d'orque blanche. Cette créature remarquable a été aperçue pour la première fois dans les eaux de l'extrême-orient russe, dans le Pacifique Nord, et est depuis devenue un sujet de grand intérêt et d'admiration parmi les chercheurs et les passionnés du monde entier. Les orques sont facilement reconnaissables par leur coloration noire et blanche frappante. Leurs corps sont principalement noirs, avec des taches blanches dans certaines des zones, y compris leur ventre,
et les côtés de leur visage. Ce contraste distinct entre le noir et le blanc sert plusieurs objectifs. Vus d'en haut, leur coloration sombre les aide à se fondre dans les profondeurs de l'océan lorsqu'on les observe d'en bas, les rendant ainsi des prédateurs furtifs. Les taches blanches peuvent également servir de camouflage lorsqu'elles sont vues d'en bas par leur proie. De plus, cette coloration et leur apparence frappante en font des icônes facilement identifiables, tant dans la nature qu'en captivité. L'apparence frappante d'iceberg est définie par sa coloration principalement blanche, qui est exceptionnellement rare parmi les orques. Bien que de nombreuses orques présentent des motifs distinctifs en noir et blanc, le teint unique et pâle d'iceberg se démarque, lui conférant une qualité presque éthérée. Sa peau blanche frappante est pensée être le résultat de leucisme, qui entraîne une réduction de la pigmentation de la peau et d'autres tissus corporels, distincte de l'albinisme observé chez les animaux entièrement blancs. Au-delà de son apparence exceptionnelle, les rôles sociaux et écologiques d'iceberg sont également intrigants. L'orque blanche russe est connue pour faire partie d'un pod d'orques typique en noir et blanc, ce qui ajoute une couche de complexité aux dynamiques sociales au sein de son groupe. Les interactions et les relations entre iceberg et ses camarades de pod font l'objet de recherches continues. Bien que la coloration unique d'iceberg en ait fait un point focal d'études scientifiques et d'engouement public, cela a également attiré l'attention sur les défis de conservation auxquels font face les orques et la vie marine dans le Pacifique Nord. Comprendre et protéger iceberg et les membres de son pod est essentiel pour le bien-être de ces créatures magnifiques et pour préserver l'équilibre fragile de l'environnement marin. L'orque blanche russe nous rappelle la beauté et les mystères de l'océan, appelant notre attention et notre soin pour garantir un avenir où ces êtres extraordinaires continueront de peupler nos eaux. Numéro 1. K-Pod. Le système alphanumérique unique des chercheurs reconnaît le K-Pod pour identifier les orques individuels au sein de Dertinonui, la communauté résidentielle du Sud. Chaque membre du K-Pod se voit attribuer un numéro spécifique pour faciliter les efforts de recherche et de conservation. Ces numéros sont utilisés en conjonction avec des noms descriptifs, permettant aux chercheurs de construire un profil complet de chaque orque, incluant leur âge, leur lignée et leurs traits physiques uniques. Les orques résidentes du Sud, y compris le K-Pod, sont connus pour leurs liens familiaux étroits et leur structure sociale complexe. Ces pods sont dirigés par des matriarches, des femelles plus âgées, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion et le transfert des connaissances au sein du groupe. Comme les deux autres pods résidents du Sud, le K-Pod repose fortement sur ses liens familiaux et sur des stratégies de chasse coopératives pour prospérer dans leur écosystème partagé. Les membres du K-Pod, comme toutes les orques résidentes du Sud, se nourrissent principalement de saumon chinook, une espèce d'une grande importance pour l'écosystème du Pacifique Nord-Ouest. Cette spécialisation alimentaire a rendu ces pods vulnérables à la diminution des populations de saumon, à la pollution et à la dégradation de l'habitat. L'étude du K-Pod et des autres pods résidents du Sud vise à comprendre une espèce particulière ainsi que les implications plus larges pour la conservation marine. Ces orques servent d'indicateurs importants de la santé globale de l'environnement marin du Pacifique Nord-Ouest, y compris la vitalité des rivières à saumon, la qualité de l'eau et l'impact des activités humaines sur les écosystèmes marins. La protection et la préservation du K-Pod sont primordiales pour leur bien-être et pour la santé et l'équilibre de l'ensemble de l'écosystème marin. Les efforts de conservation, la restauration de l'habitat et des pratiques de pêche durable sont essentiels pour assurer un avenir radieux à ces créatures magnifiques et aux écosystèmes qu'elles habitent. Le K-Pod symbolise l'interconnexion de toute vie dans l'environnement marin du Pacifique